Liz Truss succède aujourd'hui à Boris Johnson au poste de Premier ministre du Royaume-Uni. L'élu du Parti conservateur a rendez-vous dans la journée avec la reine, puis au Parlement. Ouverture du procès de l'attentat de Nice, 6 ans après les faits. 8 complices présumés du terroriste sont jugés jusqu'en décembre. Alors que la centrale nucléaire de Zaporijia a débranché du réseau son dernier réacteur encore opérationnel, le président français appelle au retrait des forces russes. Le Premier ministre ukrainien demande à l'Union européenne de renforcer son aide financière, militaire et humanitaire pour aider son pays face à la Russie. Acclamée par les siens, Liz Truss s'apprête à devenir première ministre du Royaume-Uni, la 3e femme à accéder à ce poste. Peu charismatique mais politicienne rouée, elle a su séduire les près de 200 000 membres du Parti conservateur pour battre de justesse son rival Rishi Sunak. Après une visite rapide à Balmoral où la reine lui demandera de former un gouvernement en remplacement de Boris Johnson, elle détiendra les clés de Downing Street. Commencera alors le travail de formation de son cabinet et des mesures en réponse à la crise historique du pouvoir d'achat que connaît le pays. Une rafale d'annonces dont le gel des factures d'énergie et des baisses d'impôts est attendu dans les heures qui viennent. Liz va être la nouvelle Margaret Thatcher. Elle va arriver avec des mesures très fortes. Je pense qu'elle va les faire passer et être une dame de fer. Je suis confiante, oui. Il faudra mettre en place de nombreuses mesures, mais nous devrons simplement voir dans les mois à venir, car l'hiver sera le pire moment. Une partie de moi est heureuse parce que nous avons une autre femme dirigeante, mais elle ne semble pas être quelqu'un de compatissant, qui comprenne les difficultés auxquelles sont confrontés les gens ordinaires. Et je m'inquiète de savoir si elle pourra financer ces mesures. Le premier rendez-vous de Liz Truss en tant que chef de gouvernement aura lieu en fin d'après-midi à Westminster lors des questions du Premier ministre à la Chambre des communes. 6 ans après l'attentat de Nice, le procès s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises de Paris. Un moment très attendu par les victimes et les proches des 86 disparus qui vont pouvoir témoigner de l'horreur absolue. Un procès sans le principal accusé, le Tunisien Mohamed Lawesh Boulel, abattu par la police le soir de l'attaque. Mais 8 de ses complices présumés sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes ou trafic d'armes. Je suis venue ici pour les familles endeuillées aussi et pour moi qui ai subi un gros choc émotionnel depuis 6 années. Et du coup, je pense que c'est très important de venir ici pour dénoncer, dire qu'on est là, on est vivant encore, mais pas tout le monde hélas. Mais il faut le faire. Plus de 800 personnes se sont constituées partie civile pour ce procès qui sera également retransmis sur des écrans au Palais des Congrès de Nice. Stressée, j'ai le cœur lourd et bien entendu j'ai très mal. J'attendais ce procès avec impatience. Comme je disais, 600 ça peut paraître long, mais c'est le temps nécessaire pour pouvoir être fort pour faire face à ce procès. Le 14 juillet 2016, le soir de la fête nationale, le terroriste au volant d'un camion avait foncé dans la foule sur la promenade des Anglais. Bilan 86 morts et des centaines de blessures physiques et psychologiques. L'attentat terroriste de Nice est le plus meurtrier commis sur le sol français, après celui du 13 novembre 2015 à Paris. Selon l'opérateur ukrainien Energoatom, la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée par les forces russes, a été contrainte ce lundi de débrancher du réseau son dernier réacteur encore opérationnel en raison de bombardements. Des bombardements qui auraient provoqué un incendie et endommagé une ligne électrique. Ce lundi toujours, le président français, qui s'est entretenu avec son homologue ukrainien, a tenu à rappeler que l'impérieuse nécessité de préserver la sûreté et la sécurité des installations nucléaires ne pouvait passer que par un retrait des forces russes. Toujours selon Energoatom, 2 experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, arrivés la semaine dernière, sont toujours sur place pour tenter d'assurer la sécurité du site ukrainien. En parallèle des tensions autour de la centrale de Zaporijia, Moscou a justifié l'arrêt des livraisons de gaz vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream en rejetant la faute sur les Occidentaux et leurs sanctions qui empêcheraient la maintenance des infrastructures gazières. Dernière information à retenir de ce lundi, les autorités d'occupation russe du sud de l'Ukraine ont évoqué le report d'un référendum d'annexion prévu par Moscou pour rattacher les régions ukrainiennes de Kherson et Zaporijia à la Russie dès cet automne.
Alors que les combats durent depuis bientôt 200 jours en Ukraine, le Premier ministre ukrainien était en déplacement lundi à Bruxelles. Denis Shmyhal demande plus de soutien militaire, une aide financière renforcée et des mesures de rétorsion plus fortes contre la Russie. À l'occasion de la 8e session du Conseil d'association entre l'Union et l'Ukraine, Kiev a réitéré son appel au soutien européen. En réponse, les 27 assurent qu'ils ne reviendront pas sur leurs engagements. Le principal message de notre réunion à l'attention du monde entier est que l'Union européenne va continuer à soutenir l'Ukraine, quelle que soit la menace, quel que soit le chantage que la Russie peut nous faire. Nous apporterons notre soutien politique, financier, humanitaire et militaire aussi longtemps qu'il faudra et autant que nécessaire. L'Union a fourni une aide macro-financière de plus de 2 milliards d'euros pour permettre à l'État ukrainien de poursuivre ses missions pendant la guerre. Les 27 ont également débloqué 2,5 milliards d'euros pour des équipements militaires à travers la Facilité européenne pour la paix. À ces engagements, la Commission européenne ajoute un soutien de 500 millions d'euros d'aide humanitaire. Mais des experts s'interrogent sur l'ampleur de cet effort. Il s'agit du strict minimum. Le FMI estime que l'Ukraine a besoin d'environ 5 milliards de dollars par mois. Le fait que l'Union européenne n'ait promis qu'un total de 9 milliards en 6 mois de guerre n'est pas suffisant, à mon avis. Certains analystes jugent que l'aide financière est pour le moment plus importante que le soutien militaire, puisque les équipements sont principalement fournis par les États-Unis et les États membres. Mais l'Union dispose d'un autre moyen pour aider Kiev, sanctionner plus encore la Russie. 4 mois après la mort de la journaliste américano-palestinienne Shirin Abu Akleh, l'armée israélienne a publié les conclusions finales de son enquête ce lundi. Et pour la première fois, elle reconnaît qu'il y a une forte possibilité que ce soit le tir d'un soldat israélien qui ait touché mortellement la reporter. Cette conclusion rejoint celle des rapports déjà publiés par les États-Unis et l'ONU. L'armée israélienne évoque toutefois un tir accidentel qui visait des suspects armés. Le soldat ne cherchait pas à cibler un journaliste, il a mal identifié sa cible, a déclaré un haut responsable militaire israélien. Aucune enquête criminelle ne sera donc ouverte à l'encontre du soldat. Shirin Abu Akleh avait été atteinte d'une balle dans la tête alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne à Jénine en Cisjordanie. Elle portait un gilet pare-balles flanqué du mot presse. Nous demeurons profondément blessés, frustrés et déçus, a réagi sa famille, accusant les autorités israéliennes de ne pas assumer la responsabilité de ce qu'elle considère comme un meurtre. L'ambassadeur des États-Unis en Russie, John Sullivan, part à la retraite après un mandat de 3 ans à Moscou. Une dernière mission qui vient clore une longue carrière diplomatique. Son mandat partagé entre Donald Trump et Joe Biden a été mené pendant une situation particulièrement critique des relations entre les États-Unis et la Russie, entre l'interférence russe sur les élections américaines et désormais la guerre en Ukraine. Le Paris Saint-Germain affronte la Juventus de Turin ce mardi en ouverture de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une compétition qui débute plus tôt que d'habitude en raison du mondial cet hiver au Qatar. Paris, emmené par son trio de stars Mbappé, Messi, Neymar, est considéré comme l'un des favoris de cette Ligue des Champions, même si l'entraîneur Christophe Galtier préfère tempérer. Comme depuis pas mal de saisons, il y a des surprises, il y a des scénarios qui sont incroyables avec l'ascenseur émotionnel sur des matchs. Que le club ait l'ambition de l'emporter, c'est tout à fait légitime. Qu'on soit favori dans cette compétition-là, je ne le pense pas. En face, la Juventus de Turin sera privée de 2 de ses principales recrues, le Français Paul Pogba et l'ancien Parisien, l'Argentin Ángel Di María. La Juventus de Turin n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 1996. L'autre rencontre du groupe H opposera Benfica au Maccabi Haïfa. Dans le groupe E, Chelsea se déplace à Zagreb sur la pelouse du Dynamo, tandis que le Milan AC joue en Autriche, à Salzbourg.
Le tenant du titre, le Real Madrid, affronte le Celtic en Écosse, alors que Leipzig reçoit le Shakhtar Donetsk. Enfin, dans le groupe G, à suivre Dortmund-Copenhague et Séville-Manchester City.